Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Plateau Spécial. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Serge Bondedi. Il est secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE en sigle, une ONG qui milite pour la bonne éducation des enfants congolais. Monsieur Serge Bondedi, bonjour. Bonjour, Monsieur Chanchomotoupa. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, nous allons évoquer avec vous sur l'impact de la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Comment vous définissez la privatisation de l'éducation? Oui, merci pour la question. La privatisation, avant de définir ces concepts, il faudrait d'abord, en quelques secondes, maîtriser ce que c'est l'éducation. Que tout le monde en parle comme étant vecteur du développement, parce que par l'éducation, on permet de former les populations pour que ces derniers soient utiles, en quelque sorte, soient productifs pour la vie d'une communauté et d'une nation. C'est ainsi que les États ont fait de l'éducation un droit reconnu à chaque individu, parce que lorsque les populations sont formées, ça permet au circuit économique, dans son cycle de production économique, d'être en mouvement. Alors, étant un droit, c'est aussi un domaine d'intérêt public et qui doit intéresser ou qui intéresse l'investissement public, parce que même le plus démuni doivent accéder à l'éducation. Mais lorsqu'on parle de la privatisation, c'est au fait l'augmentation de la prise en charge de cette question, de ces domaines d'intérêt public par les acteurs privés, se traduisant par une augmentation de la proportion des acteurs privés impliqués dans un système éducatif. C'est ça, en fait, ce qu'on peut donner comme définition de ces concepts sur la privatisation. Donc, là où l'État doit beaucoup plus agir à travers les investissements publics, dès lors qu'on trouve le privé qui ont d'abord l'intérêt, qui vise d'abord l'intérêt, c'est à ce moment-là qu'on parle de la privatisation de l'éducation. Ok, vous avez bien expliqué, mais seulement aujourd'hui nous parlons de cette privatisation en rapport avec le rapport de l'étude menée dans la ville de Kinshasa et financée par l'ONG de droit sud-africain, aussi ça, hein, donc l'ONG internationale. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces rapports? Ce que vous pouvez retenir de ces rapports réalisés en 2018 par le concours de plusieurs acteurs de la société civile du secteur de l'éducation, sous la consultance du professeur Gracien Mokondi de l'université de Kisangani, dont IMAE assure la diffusion, et que le rapport établit avec exactitude l'implication de privé dans ces domaines que nous avons dit doit d'abord être public. Et les rapports démontrent comment ou combien le privé a une forte influence dans l'offre de l'éducation en République démocratique du Congo. S'il faut parler de manière par rapport au pourcentage, quel est le pourcentage détenu dans ce secteur de l'éducation par les privés par rapport à l'État congolais? Dans la ville de Kinshasa, 71% des établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique, pour prendre le concept actuel, sont détenus par le privé, avec une proportion de population absorbable ou scolarisable à la hauteur de 51%. Et voilà ce que les rapports démontrent. Donc c'est une situation inquiétante, parce que dès lors que le privé gagne du terrain, cela a beaucoup de l'influence, et une influence surtout négative dans l'organisation de l'éducation, dans l'offre de l'éducation, parce que en ces moments-là, les populations qui accèdent dans ces établissements subissent les inégalités, subissent les discriminations qui n'ont pas raison d'être. Mais quand vous parlez de l'impact négatif, qu'est-ce que vous voyez par impact négatif? Parce que les privés viennent
en appui à l'État congolais. Parce que, comme vous venez de le démontrer, 71%, ou pour dire comme les Belges, 71% du secteur éducatif à Kinshasa est détenu par les privés. Donc si les privés les font, c'est pour, d'une certaine manière, accompagner le public. Qu'est-ce que vous, personnellement, en tant qu'acteur du secteur éducatif, vous reprochez au privé? L'idéal, même dans l'esprit du législateur, même dans l'esprit des constituants, qui, la Constitution de 2006 consacre que l'organisation de l'éducation ou de l'enseignement est assurée par le privé tout comme par l'État et que les parents ont la liberté de choisir l'établissement dans lequel ils veulent placer leurs enfants. La loi cadre de 2014 stipule dans son texte préambulaire que cet enseignement est organisé au même moment dans les établissements publics tout comme dans les établissements privés. C'est ça l'esprit du constituant, parce que cette loi, au terme de la loi, la gestion de l'éducation est partenariale, parce que même nous, les ONG, nous sommes de privés. Mais là où il y a beaucoup plus de crainte, c'est l'esprit qui anime le privé. Et cela s'exprime même par des phénomènes qui sont monnaie courante dans notre ville, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je peux vous citer le cas du droit à l'inscription qui découle de l'application du droit à l'éducation. Il y a même le gouvernement à un certain moment lancé de plus en plus la campagne de filles et garçons, tous les enfants à l'école. Oui. Mais maintenant, au niveau de privé, on considère cette inscription doit être marchandée ou monnayée. C'est ça l'impact notamment négatif de privé dans l'organisation de l'enseignement. Et les enfants qui accèdent, et la loi demande à ce qu'avant l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, tel que les rapports même donnent suffisamment d'informations, il y a une procédure que le promoteur doit suivre, notamment l'étude de viabilité qui est menée par le gouvernement, qui est l'État. Mais malheureusement, dans la plupart des établissements, il y a le respect des normes qui est vraiment un manque criant. Et voilà autant de problèmes qui ne concourent pas à l'atteinte des objectifs éducatifs. Je sens qu'il y a une sorte de contradiction dans ce que vous dites. Parce que si l'État doit investir dans l'éducation, c'est pour produire des Congolais modèles dans l'avenir. Mais un privé qui investit dans l'éducation, c'est comme un privé qui investissait dans le secteur de transport, de la nourriture et tout ça. Est-ce que c'est un péché pour ces privés-là de vouloir gagner gain de cause, faire bénéfice? Ce n'est que normal pour lui. Quand il investit, il doit faire bénéfice. Pourquoi vous êtes en train de condamner les privés dans ce sens? Là, nous sommes dans ce que nous, Imaïe, nous appelons même les fondamentaux de l'éducation. Selon l'esprit du législateur, celui qui vient investir dans le secteur de l'éducation doit être motivé par l'esprit d'aider l'État, d'aider la communauté. Par exemple, dans une contrée de la République où il n'y a pas suffisamment d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique, une personne de bonne foi qui désire créer une école dans ce sens-là pour permettre aux enfants du coin d'accéder à leur droit le plus légitime et inaliénable, celui d'accès à l'éducation. Mais lorsque on considère l'éducation comme étant un produit marchand ou source de profit, c'est à ce moment-là que nous tombons dans la marchandisation de l'éducation. C'est ça, en fait, même le but poursuivi par notre partenaire Open Society Initiative for Southern Africa en finançant ces rapports, parce que l'éducation est un droit. On ne peut pas la considérer comme une source de profit. Dès lors que nous avons ces considérations sur l'éducation, et nous partons dans des dérives qui occasionnent des discriminations, qui occasionnent des inégalités. Donc la démarche est tout à fait claire et tout à fait bien précise. Donc on ne vient pas investir dans les secteurs de l'éducation pour tirer profit, parce que les enfants ne sont pas
de produits qu'on peut commercer. Les enfants sont deux individus qui attendent de la communauté le travail ou l'œuvre éducative. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plutôt le gouvernement qui ne vient pas en appui à ces privés-là? C'est ce qui fait que ces privés fassent recours à la marchandisation de l'éducation, comme vous le dites, parce que l'État, normalement, devait subventionner ces écoles, les écoles privées, pour éviter ce que vous dénoncez là. Est-ce que la faille n'est pas du côté de l'État? C'est ainsi que dans l'étude, le consultant a même cerné le contexte politique, social et économique de la République démocratique du Congo, en passant même par l'historique de la privatisation, et puis par rapport au contexte politique, nous savons que la République démocratique du Congo est un pays post-conflit. Donc, dès lors que le pays est passé par des moments de troubles, des moments mouvementés, l'État s'était vu à un certain moment désarticulé de ses fonctions, de ses capacités et même de ses obligations. Cela a fortement influencé la capacité de régulation, la capacité du pouvoir autoritaire de l'État dans presque tous les domaines, et les secteurs de l'éducation ne pas épargnés. C'est d'ailleurs parmi le premier secteur de la vie nationale qui ont été affectés à partir des années 80 lorsqu'il y a eu des problèmes avec la conjoncture économique internationale. Donc, aujourd'hui, les faiblesses dont vous faites mention, ces faiblesses sont réelles. Notamment, au-delà de la subvention, nous voyons d'abord le premier rôle de l'État qui est celui de la régulation. Ces écoles qui existent, comment est-ce qu'elles ont obtenu de l'État les agréments? Ces écoles qui existent, comment est-ce qu'elles continuent à fonctionner sans que le pouvoir, la main, le marteau de l'État puisse frapper sur eux? Donc ce sont des faiblesses de fonctionnalité de l'État. C'est ainsi que cette étude vient démontrer tous ces méfaits pour appeler l'État à rentrer dans ses rôles, à rentrer dans ses fonctions, dans de futurs plaidoyers qui seront menés notamment par une ONG avec l'appui de Sakelo Soweto. Merci beaucoup pour votre réponse. Et vous avez évoqué une chose, vous avez parlé de l'histoire, de l'historique. Pouvez-vous nous expliquer en quelques phrases, en quelques minutes, d'où nous vient la privatisation de l'éducation et particulièrement de l'enseignement en République démocratique du Congo? La privatisation, il faut reconnaître, ce sont d'ailleurs les éléments que l'étude a démontré, que l'œuvre éducative a commencé en République démocratique du Congo avec l'apport de privés. C'est-à-dire le pouvoir colonial, à un certain moment, a confié ce travail, notamment aux missionnaires, de construire les écoles, une sorte de sous-traitance. Ça, c'est par rapport aux colons belges. Par rapport aux colons belges. Okay. Et les missionnaires ont fait ce travail avec notamment l'Église catholique, l'Église protestante et autres, qui ont construit avec le fonds du pouvoir belge ou du gouvernement, parce que l'État indépendant du Congo existait, et le travail a été bien fait. Et même Louis Maillet, lors du lancement de cette étude, de la diffusion de cette étude le 12 mars 2020, nous avons démontré cela, nous avons démontré le point positif de privé, notamment dans la formation de l'homme, la formation intégrale, avec le valeur républicaine, avec le valeur morale. Mais à un certain moment, avec l'avènement du maréchal Mobutu, qui en fait était animé par cet esprit de contrôler les arènes du pouvoir dans tous les domaines de la vie nationale, c'est dans ce moment-là que le maréchal Mobutu a écatisé les écoles et les privés s'étaient vus un peu dénudés dans ce travail de l'œuvre éducative, mais à un certain moment, le pouvoir zaïrois s'était senti presque alourdi de continuer à gérer l'éducation. Il était obligé de recourir de nouveau au privé, et c'est là, avec la Convention 77, où l'État avait clairement défini ce travail de sous-traitance, ce travail par lequel il confie au privé la gestion indirecte des écoles, et les choses ont évolué, mais malheureusement vers les années
vers la fin des années 70 et début des années 80, le monde entier était frappé par la conjoncture économique et l'État s'était de nouveau vu affaibli. C'est en ces moments-là que les écoles, bien qu'appartenant à l'État, mais gérées par les opérateurs privés, notamment les confessions religieuses, et rares des acteurs privés. Rares des acteurs privés, c'est-à-dire des écoles détenues ou créées directement par des personnes physiques privées, des personnalités privées physiques. C'est à ces moments-là que l'État était incapable de continuer, notamment avec le paiement des enseignants, de continuer à donner de la bourse aux étudiants, à financer le fonctionnement des écoles, et la qualité s'est affaissée énormément. Et suite à cette baisse de la qualité, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la première vague de promoteurs des écoles privées agréées qui ont commencé à créer les écoles. Mais là, il faut souligner, les gens étaient un peu animés de la bonne foi de l'État. Et cela a provoqué la déperdition, ou soit l'exode des enfants vers les établissements privés, plutôt publics, pour se déverser vers les établissements privés. Et à ce moment-là, c'était des écoles privées de bonne qualité. On peut citer par exemple Massamba qui a accueilli le ministre actuel Willy Bakunga. Vous avez d'autres anciennes écoles, notamment des Molières et Bambinières et consorts. Il y a eu beaucoup des écoles de personnes physiques créées au début de cette deuxième vague de la privatisation. Mais vers les années 90, quand l'État était complètement effondré, avec la suite du pillage et consorts, et l'État ne pouvait plus remuer le déboutement des enseignants. Et c'est à ce moment-là, il y a eu la menace de l'année blanche, et là l'Église catholique était sortie pour appeler les parents à venir en aide à l'État. C'est vers les années 92-93 qu'il y a eu vraiment la deuxième vague des acteurs ou des promoteurs privés, des personnalités privées en créant les écoles, et les choses ont commencé à aller dans tous les sens avec cette croissance de la marchandisation de l'éducation. Je vous ai suivi religieusement. Oui. Vous avez évoqué, nous avons commencé avec les privés. L'État est venu récupérer avec Mobutu. Vers les années 90, c'est les privés qui montaient en flèche. Et aujourd'hui, par rapport à l'étude menée financée par OSISA, nous avons remarqué que les privés sont toujours maîtres du jeu. Exactement. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, plus que temps, de laisser aux privés ces monopoles tout en mettant une réglementation pour réguler ces secteurs? On ne peut pas laisser au privé les monopoles, parce que même le législateur l'a clairement dit dans la loi 4, les rapports en a fait allusion, que l'État est le pouvoir organisateur de l'enseignement. C'est-à-dire que en acceptant le privé intervenir dans les secteurs, ils sont soumis au contrôle de l'État. Ils sont soumis, pour commencer à œuvrer, à l'aval de l'État, qui commence par vérifier la viabilité, je crois que je l'ai déjà dit, donner l'agrément, contrôler le contenu pédagogique de ce qui est donné, organiser les évaluations. Si on laissait au privé le monopole, ça sera du débâcle, parce que les inégalités vont se renforcer davantage, et les discriminations également, parce que le privé sont généralement motivés par les intérêts qui les ont poussés à créer les écoles. Et l'étude nous montre trois raisons fondamentales qui poussent au privé de créer les établissements d'enseignement. Vous avez des raisons d'ordre social, vous avez des raisons d'ordre économique, et vous avez des raisons d'ordre politique. Dans un coin ou recoin de la République, une personne, pour de fins électoralistes, qui crée une école, si on laisse à une telle personne les monopoles d'organiser l'enseignement, si dans la même communauté, le monsieur ne se voit pas ou la dame ne se voit pas réélu après les échéances électorales, eh bien, il va développer une sorte d'antipathie vis-à-vis de ces communautés qui pourra éventuellement le pousser à fermer l'école. Et à ce moment-là, quel sera le sort de ces enfants? Vous avez des raisons
sociale, notamment par l'implantation, si on peut prendre rien que l'exemple des communautés religieuses, si après-demain, avec la vague des églises évangéliques qu'on appelle communément églises de réveil, si dans ces coins-là, tout le monde quittait la paroisse, la synagogue, ou je ne sais pas quoi, le temple, ou la mosquée, pour se déverser dans une église évangélique, mais certainement l'église fermera son école. Voilà autant de raisons qui en fait, sont en symbiose, en synchro avec le fondamental de l'éducation étant un droit, étant un domaine d'intérêt public, doit demeurer avant tout la préoccupation de pouvoir public et non des acteurs privés au risque de renforcer les inégalités et les discriminations. Et pensez-vous que la cohabitation entre écoles privées et publiques est possible? Oui, la cohabitation est possible parce que quand même l'État organise les évaluations dans des centres de passation, notamment de l'examen d'État ou du TENAFEP, il y a les élèves qui viennent des établissements privés et ceux qui viennent aussi des établissements publics. Mais il y a un problème vraiment assez important qui est dû certainement à l'emprise de privés, même dans l'organisation politique en République démocratique du Congo. Vous avez vu avec la réforme sur la gratuité où le privé, pour des raisons diverses, fondées ou non fondées, légitimes ou pas légitimes, qui à un certain moment pose beaucoup de lapins ou beaucoup de difficultés à l'État pouvoir organisateur de faire asseoir la réforme sur la gratuité. Et donc, il est vrai qu'au niveau des apprenants, la cohabitation ne pose pas de problèmes, mais au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir pour permettre à ce que l'État joue pleinement ses rôles et le privé également dans les limites de leur champ d'application ou dans les limites de ce qu'ils doivent faire. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Pensez-vous que cette gratuité évolue dans le bon sens? Oui, déjà le fait que la gratuité est appliquée sur l'ensemble du territoire national, c'est un indicateur de réussite. Et il faut reconnaître qu'il y a des problèmes et des problèmes majeurs, mais la gratuité est d'application et c'est même reconnu dans plusieurs textes, notamment les arrêtés portant sur les calendriers scolaires, y compris sur le frais des scolarités, où l'État a clairement fait mention de la consolidation de la gratuité. C'est un indicateur en termes de la réglementation sur lequel les actions doivent se fonder et voire même des contestations. Pour nous, ça nous arrange. Mais que dites-vous par rapport à ce qui est observé aujourd'hui? Il y a plusieurs écoles privées agréées qui bénéficient de la subvention de l'État, mais qui imposent maintenant aux parents de payer de frais qu'ils appellent frais de fonctionnement. N'est-ce pas là déjà un coup dur pour cette gratuité prônée par le chef de l'État et mise en application par le ministre de tutelle qui est Willy Bakonga? C'est cela, d'après nos analyses, l'incident qu'il y a lorsque le privé joue un rôle presque qu'on ne peut pas en passer dans la gouvernance éducative. 71% d'écoles détenues par le privé. Mais ceux-là, ils ne sont pas privés. On peut citer quelques écoles ici. Ils bénéficient de la subvention de l'État, mais seulement ils sont privés dans quelle manière? C'est là où l'étude démontre comment la privatisation s'applique en République démocratique du Congo. Vous avez la première nature de la privatisation où le promoteur crée directement une école privée, mais vous avez aussi les écoles qui sont publiques, mais dont la gestion est assurée par le privé. C'est ça qui compromet un peu cette volonté de l'État.
on ne peut pas non plus aussi dire que là où l'école est directement gestionnaire, que les responsables doivent être considérés comme des moutons de panurge, même s'il y a des difficultés, ils doivent s'obtempérer, c'est bien beau. Mais il faut aussi relever, il y a des difficultés majeures dans cette gratuité. Nous, Imaye, nous disons toujours, nous avions fait un document d'analyse sur la 1 de la gratuité, où nous avons fait sortir clairement sur les 18 recommandations de la table ronde, il n'y a que 4 qui sont exécutées ou en cours d'être d'exécution. En termes de politique nationale de cette réforme, vous avez la Commission nationale de suivi qui ne se réunit pas, qui ne s'est jamais réunie. Vous avez l'implication des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Sur plusieurs, il n'y a que la Banque mondiale qui s'est impliquée. En termes de coopération bi- ou multilatéraux, quel est cet État qui s'est engagé en faveur de cette politique? Parce qu'étant un droit, la République démocratique du Congo est adhérée dans ces mouvements de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, devrait aussi bénéficier de la solidarité internationale. Vous avez également le pouvoir du contrôle, suivi et évaluation. Combien de personnes ont été sanctionnées pour avoir constitué l'obstacle ou entrave ou posé des actes ayant pour un effet d'entraver la marche de cette réforme. Donc, à vous suivre, il faut sanctionner. Il est évident, parce que nous avons vu qu'il y a eu la lettre, par exemple, du secrétaire général menaçant même le coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, du retrait d'agrément et de suspension des chefs d'établissement. Nous avons informé aux mêmes autorités qu'il y a de ces écoles, après votre lettre, qui continuent à demander 100 $, qui continuent à demander des 100 $. Là, il ne faut pas demander, mais nous ne voyons pas de sanctions. Ce sont des éléments élémentaires que le professeur Nyabirungu a longuement enseigné avec le droit pénal spécial, plutôt général, que la sanction sociale est extrêmement pédagogique pour permettre aux gens de se conformer, de changer les mentalités. Lorsqu'il n'y a pas de sanctions, les gens se considèrent dans une société où tout est permis, et cela favorise beaucoup des actes qu'on ne peut pas apprécier. Ok, nous avançons, mais nous arrivons sûrement à la fin de notre émission. Mais j'aimerais évoquer les assemblées publiques sur la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Je vous ai moi-même suivi. Nous avons commencé à la Funa, Moamba, Tchangou, et nous avons clôturé à la Lukunga. Vous avez échangé avec les différents partenaires et surtout les parents et eux-mêmes les élèves sur l'impact de la privatisation. Quelle est de manière générale l'appréciation de tous ces publics qui vous a suivi pendant ces assemblées publiques? Oui, c'était vraiment un exercice formidable, bien qu'à lassant, parce que nous sommes habitués à des descentes de proximité de ménage à travers la campagne École des Arts Mumbongote. Un travail des sortes des assemblées publiques. Le TEP, nous en faisons, mais les assemblées, c'était une nouvelle expérience avec ces projets, avec l'appui de OSISA. Nous avons parlé de la privatisation, comme vous avez dit, vous nous avez suivis. La plupart des participants ont constaté que l'État est parmi le premier fautif. Par rapport à ses faiblesses. Dans quelle mesure? Par rapport à ses faiblesses, parce qu'il se laisse faire. Comment une école peut être créée, peut être agréée, voilà le terme, sans qu'elle remplisse les conditions de viabilité. D'où, et l'assistance a aussi compris que dans une commune comme Mabungu, où il n'y a que 5 écoles publiques, on ne peut pas aujourd'hui s'hasarder à fermer ces écoles, sinon il y aura une catastrophe éducationnelle, parce que les écoles qui reçoivent les enfants se verront fermées, et ces enfants-là, où est-ce qu'ils iront? Donc il y a une nécessité de renforcer les capacités de l'État à plusieurs niveaux et dans plusieurs thématiques. C'est ça notre souhait dans le futur, avec notamment
aussi ça. Et en ce qui concerne la gratuité, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Ça nous a réellement réconforté parce que parmi les recommandations de la table ronde, il devrait y avoir une mission nationale de sensibilisation et de communication sur la gratuité à l'échelle nationale. Mais cela ne s'est pas fait. À travers ces assemblées publiques, nous avons constaté qu'il y avait réellement des zones d'ombre, qu'il y avait vraiment des trous noirs dans la perception, dans la compréhension de la gratuité. Et les parties prenantes se sont exprimées, mais il y a eu une conclusion, c'est de recadrer la gratuité pour qu'il n'y ait pas, pour que le système ne continue pas de la population, pour que le fondamentaux du système éducatif ne puisse pas connaître un peu ce qu'on dit en géologie, que le plateau tectonique puisse bouger. Et quand le plateau tectonique bouge, c'est les tremblements, c'est les séismes qui se produisent. Et ce séisme est déjà visible lorsque, à Kinshasa, vous avez l'école comme, par exemple, Elie Moussanti. Depuis qu'il y a eu la rentrée scolaire, les enfants se rendent à l'école sans qu'on dispense des leçons. Ça, c'est ce que la République démocratique du Congo n'a jamais connu. Donc, le système est en train de subir du séisme, d'où il faut recadrer. Mais nous pensons que l'État va écouter ces plaidoyers. Il faut recadrer les choses pour que les fondamentaux ne puissent pas connaître du séisme. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport? In fine, il y a un rapport, il y a eu une étude menée, mais qu'est-ce que l'IMAE, avec l'accompagnement de CISA, poursuit comme objectif? Il faut se battre pour que l'État revienne dans ses rôles et fonctions. C'est ça le principal but, et également accroître les investissements publics dans le secteur de l'éducation pour réduire l'impact de la privatisation. Et là où ça nous intéresse efficacement, de manière très soutenue, UMAE, c'est le premier de la finalité de ces rapports. Pour que l'État revienne dans ses rôles, les fonctions, il y a un grand travail qui doit se faire. Il y a un grand travail. Le privé qui sont reconnus comme tels parce qu'on ne peut pas changer ce que la loi a dit, à moins que le législateur change, mais avec la loi en vigueur qui reconnaît l'apport du privé, il faut au moins que l'État soit fort. Et pour que l'État soit fort, est-ce que les acteurs étatiques sont-ils forts? Il faut des renforcements des capacités. Il faut des outils de suivi efficaces soient mis en place. Il faut évaluer la performance des privés qui sont sur terrain. Ceux qui ne le sont pas, il faut tirer des conclusions. Donc, il y a un grand travail qui doit se faire et nous croyons que c'est ce qui se fera dans les jours à venir. Même avec d'autres parties prenantes, nous avons échangé là-dessus. Ils sont dans leur soif pour que ce travail puisse continuer. En termes de l'amélioration des investissements publics, il faut reconnaître que 2019, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une année où l'investissement public en faveur de l'éducation a connu quand même de croissance. Lorsque nous le disons, je crois que d'autres amis ont des considérations, on ne sait pas quoi, mais lorsque le financement de l'éducation passe à partir de, je crois, c'était si c'est 6% ou 12%, jusqu'à atteindre 19,5%, c'est à 3% près de l'engagement de Dakar. Je crois que la République démocratique du Congo a fait des efforts quand même assez soutenables, mais là, il y a d'autres questions qui continuent à se poser. Le 19% de combien? C'est ça, en fait, la difficulté qui nécessite un travail au niveau du gouvernement vraiment efficace et surtout avec le financement innovant pour qu'il y ait encore beaucoup d'écoles publiques. Pour que ces écoles publiques créées ne soient pas des écoles, en tout cas permettez-moi le terme, qui sont pour la plupart trop sales. Pourquoi elles sont sales? Parce qu'il n'y a pas de moyens de gérer comment on dit, assurer la salubrité, la maintenance, le frais de fonctionnement. Il faut que les installations sanitaires soient propres parce que l'enfant ne peut pas aller contracter de maladies à l'école. Il faut que les écoles soient clôturées, des écoles qui ont des puits d'eau
ou de points d'eau, comme on dit techniquement. Donc, tous ces investissements, les paiements des enseignants et consorts, ce sont des efforts qui doivent être fournis et de manière soutenue et évolutive. Avec vous, on ne s'est pas lassé de parler, mais nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que nous étions avec M. Serge Bondé dit Eley. Il est secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE en sigle, une ONG qui milite pour la bonne éducation de l'enseignement en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons eu à échanger sur l'impact de la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Je pense vous retrouver très prochainement avec ce même plaisir pour évoquer et parler de l'éducation en République démocratique du Congo. Merci.